Bien, bonjour à tous, bienvenue. Je vois qu'il est 14 heures. Alors, on est encore qu'un petit nombre en ligne au regard du nombre des inscrits, on est à 25%. C'est un score un petit peu plus faible que d'habitude. Peut-être que certains n'ont pas encore tout à fait terminé de prendre le café. Je ne vais pas parler du pouce café parce que c'est plus d'usage. Donc, écoutez, on va débuter en respectant à peu près le timing. Peut-être que je vais me représenter en premier lieu pour que ceux qui prendraient le train en marche puissent bénéficier de tout le fond du discours. Alors, mon nom est Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat. Je sais qu'un certain nombre d'inscrits ont participé au webinaire d'hier. L'idée, c'était de vous offrir un cycle de webinaires qui vous permettent de collecter plein d'informations pour conduire votre projet, de créer un réseau, de devenir franchiseur. Donc hier, on a vu des thématiques sur est-ce que mon concept est franchisable? Si je réponds oui, quels sont les contrats qui sont à ma disposition? Quelle est la différence entre une franchise et une licence, une franchise et une concession, par exemple? Et puis, aujourd'hui, on a donc un autre cycle, un cycle qui débute avec ce webinaire sur la protection du concept, suivi d'un autre sur l'organisation du franchiseur, et enfin un autre sur l'animation, le reporting. Alors, je suis donc avocat, j'accompagne des têtes de réseau, donc des marques, et j'anime une équipe qui est dédiée aux enseignes. Les principaux guides nous classent parmi ceux qui connaissent la franchise et la distribution. Nous sommes notamment incontournables suivant décideurs juridiques en droit de la franchise. Nous intervenons souvent auprès de fédérations, dont la Fédération française de la franchise, dont je suis membre et dont je forme régulièrement les adhérents au droit de la franchise. J'interviens à l'université, notamment en Master 2, à la Sorbonne, Aix-Marseille et en DJCE à Rennes. Enfin, je suis auteur au Juris Classeur chez LexisNexis et au Dictionnaire permanent droit des affaires aux éditions législatives des fascicules relatifs au droit de la franchise. J'ai également publié chez LexisNexis une fiche sur la protection du concept. Alors, le thème de ce webinaire, c'est comment et pourquoi doit-on protéger la marque et le concept. Alors, la réponse, c'est que l'enseigne se différencie vis-à-vis du public du fait de ses spécificités. Donc, sur le front de vente, dans le magasin, l'enseigne va être reconnue et différenciée essentiellement par la marque qui sera utilisée à titre d'enseigne, des éléments qui sont des éléments visuels, comme par exemple un logo, des photographies, bref, des visuels qui seront le plus souvent reproduits sur la vitrine à l'extérieur, sur des publicités, mais également par des éléments conceptuels qui vont permettre de créer son identité. C'est peut-être un concept architectural, des couleurs, une lettre. Voilà des éléments conceptuels qui peuvent marquer l'identité de l'enseigne. Dans la restauration, Courte Paille et Buffalo Grill, voyez, ont innové par le toit. Voilà un élément conceptuel qui crée une identité forte, permettant aux consommateurs de reconnaître le concept commercial associé. L'enseigne va aussi se reconnaître par son assortiment ou son offre de service, donc par les produits ou les services qu'elle offre. L'enseigne va également se reconnaître par d'autres éléments de son mix marketing, grâce par exemple à ses publicités, etc. Maintenant, l'enseigne, elle est aussi et souvent efficace grâce à des outils que l'on ne voit pas quand on est côté consommateur sur ce que j'appelais le front de vente. Ce sont des outils de back-office. C'est une partie de savoir-faire non transférée aux franchisés, mais qui peut faire l'objet d'une protection. Par exemple, des logiciels, une organisation logistique. Donc ce sont des éléments qui, pour certains, peuvent faire l'objet d'une protection. Alors comment est-ce qu'on protège un concept? On me demande souvent, j'ai une super idée, est-ce que je peux la protéger?
Et la réponse est négative. Les idées sont dites libres de cours. Cela signifie qu'un concept en tant que tel n'est pas protégeable. Voilà le premier point à retenir. En revanche, des éléments qui concourent à l'existence de ce concept et à sa reconnaissance par le public peuvent, eux, faire individuellement l'objet d'une protection particulière. Ça va par exemple être l'enseigne ou les marques de produits. Prenons un exemple dans le burger. Vous connaissez tous l'enseigne Burger King et son sandwich, le Whopper. Via Burger King, comme Whopper, sont des marques qui sont déposées. Le fait de déposer une marque et d'en obtenir l'enregistrement permet de bénéficier d'un monopole d'exploitation du signe qui est protégé à titre de marque. Vous êtes donc le seul à pouvoir l'utiliser. C'est une protection qui vous garantit que vous pourrez agir contre toute personne que vous estimez contrefactrice. Cela vous garantit donc un monopole d'exploitation et une conservation de la distinctivité de l'enseigne ou de la marque qui permet de désigner le produit ou le service. Ensuite, on a, une fois qu'on identifie le magasin avec l'enseigne, le plus souvent, un concept architectural et visuel au sein duquel s'insère du mobilier. Pour ce concept architectural et visuel, s'il présente une certaine originalité, c'est-à-dire s'il est empreint de la personnalité de son auteur, il est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, contrairement à la marque, ne naît pas d'un dépôt. Le droit d'auteur va naître de la seule création. Donc, il suffit que l'auteur crée l'œuvre pour disposer d'un monopole. Alors, cette situation crée plus d'incertitude juridique puisqu'il n'y a pas de registre qui permet d'identifier l'auteur de telle ou telle œuvre. Il importe donc de dater la création en procédant par exemple au dépôt d'enveloppe solo, à l'envoi d'un recommandé à soi-même, à un constat d'huissier qui permet de donner date certaine à son contenu, ou encore en appliquant une signature électronique qui comporte, selon la loi, un ticket d'horodatage à un fichier contenant les créations. Donc, ici, nous visons la charte graphique, la charte architecturale, ou encore du mobilier qui serait spécifiquement dessiné. Donc, par cette technique du droit d'auteur, encore une fois, il faudra dater l'œuvre, vous disposerez d'un monopole d'exploitation à faire valoir contre des tiers. Sur le mobilier, vous pouvez également effectuer un dépôt à titre de dessin et modèle. Donc là, comme en matière de marque, il existe un registre des dessins et modèles. Donc il existe une condition d'originalité, donc d'absence d'antériorité, mais également une condition d'absence d'exploitation, c'est-à-dire de révélation au public. À partir du moment où le mobilier qui ferait l'objet d'un dépôt de dessins et modèles aurait déjà été divulgué, le dépôt ne serait pas recevable, serait susceptible d'être annulé. Il est donc important de procéder au dépôt de dessins et modèles avant de divulguer le mobilier qui en sera l'objet. J'attire donc votre attention sur le fait que dès lors que vous avez des prestataires extérieurs qui interviennent sur la conception visuelle, sur la conception architecturale, sur la conception d'un mobilier, il est important de leur faire signer des contrats de cession de droit d'auteur. Parce que la commande que vous leur passez n'emporte pas de droit cession du droit d'auteur. Il est également important, au sein de ces agences, de vérifier que le salarié qui intervient sur l'œuvre aura cédé ses droits à la société qui vous les vendra. En effet, le droit d'auteur appartient à la personne physique créatrice de l'œuvre et non à la personne morale. Cette règle vaut pour toutes les œuvres de l'esprit, sauf pour les logiciels, où la cession peut résulter d'une clause du contrat de travail qui organise à l'avance la cession des œuvres.
Voilà pour ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut également protéger individuellement? Du matériel, des outils. Le matériel ou les outils peuvent faire l'objet de brevets d'invention. Alors, pour que l'invention soit brevetable, elle doit répondre à un critère de nouveauté technique, de spécificité technique. Donc là, il y a un dossier de brevet à monter avec des ingénieurs, mais le brevet donnera, comme la marque ou le dessin et modèle, un monopole à celui qui l'aura déposé et qui l'exploitera. Ces éléments sont donc des éléments qui permettent de disposer de monopole d'exploitation et d'écarter tous les tiers de l'exploitation de ces éléments par la propriété industrielle ou intellectuelle. Alors, les bases de données peuvent aussi faire l'objet d'une protection spécifique. Alors, pour les bases de données, le code de la propriété industrielle prévoit un droit qui est un droit proche du droit d'auteur. On dit que c'est un droit sui generis. C'est le droit du producteur de base de données. Celui qui produit une base de données dispose d'un monopole d'exploitation de cette base. Celui qui la produit, qui dispose de ce droit, c'est celui qui investit dans la production de la base. Sur le plan technique, pour définir ses principes de fonctionnement, pour la programmer. Sur le plan financier, c'est-à-dire qui met les moyens nécessaires à ce développement, mais aussi à la collecte de données et à leur introduction. Sur le plan matériel, il dispose des machines nécessaires pour faire fonctionner la base ou paye des ressources machines pour ce faire. Et sur le plan humain, c'est-à-dire qu'il met en œuvre des moyens humains pour collecter et saisir la donnée. Donc ce droit est aussi susceptible de protéger vos bases et de vous donner un usage exclusif de ces bases. Là encore, comme le droit d'auteur, il naît de la seule création de la base de données. Il est donc important de pouvoir démontrer l'investissement fait dans la base. Alors, vous pouvez également obtenir une forme de monopole d'exploitation des données qui y sont contenues via le RGPD dans la relation de franchise si vous êtes le responsable de traitement. Si le franchisé n'est pas responsable de son traitement et n'est que sous-traitant, alors vous aurez la possibilité de lui interdire l'accès aux données, de lui demander de les détruire en fin de contrat, de manière à ce qu'il ne puisse pas les conserver. Vous pouvez avoir d'autres éléments distinctifs qui ne sont pas nécessairement protégeables par de la propriété industrielle, mais qui peuvent l'être par le droit d'auteur. Ce sont tous les supports qui formalisent le savoir-faire. Les supports de formation, les manuels opératoires sont susceptibles de faire l'objet de copyright, donc de droit d'auteur, dès lors qu'ils sont empreints de la personnalité de leur rédacteur. Ce qui est généralement le cas. Donc vous voyez, finalement, on ne peut pas protéger un concept en tant que tel, une idée. Les idées sont libres de cours. Mais on peut en revanche protéger, élément par élément, des éléments qui concourent à l'identité du concept. Donc on va définir pour cela les marqueurs de l'identité, et pour chaque élément, on va décider de l'action de protection à entreprendre. Alors je vois William qui a compris, donc il y a l'usage du chat, vous pouvez poser vos questions via ce chat, n'hésitez pas. William me dit, mais alors un franchisé n'est pas propriétaire de ces données, malgré qu'il dynamise le point de vente et qu'il développe la base de données. Alors, il faut là-dessus être très nuancé. J'ai visé le droit du producteur de données en émettant comme possibilité le fait que le franchiseur soit le producteur de la base de données. Si jamais le franchiseur ne propose pas une base de données toute faite à l'usage du franchisé, le franchisé, le cas échéant, peut tenter, pour mieux identifier sa clientèle et l'exploiter, d'investir lui-même dans une propre base de données. Si c'est le cas, c'est lui qui sera titulaire du droit du producteur des bases de données. S'agissant des données, le franchisé peut être responsable de traitement si le franchiseur n'intervient pas en tant que responsable de traitement au sens du RGPD. Il peut être co-traitant ou il peut être sous-traitant. Donc son droit à exploiter les données en fin de contrat existera s'il est co-traitant
ou s'il est responsable de traitement. Donc je n'ai pas dit qu'il ne pouvait jamais, et en aucun cas, être titulaire d'un droit exclusif d'usage des données. Alors, on ne parle pas de propriété des données, hein, puisque la donnée, c'est une donnée personnelle, elle est afférente à la personne. Donc la donnée s'est détachée de la personne momentanément jusqu'à ce qu'elle exerce son droit de rectification, d'opposition, de suppression. À partir de ce moment-là, vous n'êtes propriétaire strictement de rien. Alors le franchisé, et là aussi, pour répondre à William, il faut être nuancé, il est bien propriétaire d'un fonds de commerce qui est lié à l'investissement qu'il a fait localement, en particulier dans un pas de porte, dans l'agencement d'un local, etc. Il existe pour autant un fonds de commerce qui appartient au franchiseur, puisqu'une partie de la clientèle va être attachée à la marque, au mix marketing, à la collection des produits ou des services. Donc il existe bien deux fonds de commerce, celui du franchisé et celui du franchiseur. Le fait que les données, dans certains cas, puissent échapper au franchisé, qui pourrait devoir les détruire ou les restituer en fin de contrat, ne porte pas atteinte à sa propriété commerciale. Il reste titulaire d'un fonds de commerce. Le client conserve toujours la possibilité de s'adresser à lui dans son fonds. Donc, l'absence de titularité des données qui permettrait d'identifier la clientèle ne prive pas pour autant le fonds de clientèle. Donc, je voulais apporter ces précisions pour qu'il n'y ait pas de confusion dans votre esprit à cet égard. Donc, vous voyez, tout votre enjeu, c'est de vous dire, mais finalement, chez moi, dans mon concept, qu'est-ce que je peux protéger? Quels sont les éléments que j'identifie comme étant des marqueurs d'identité? Ceux qui sont des marqueurs d'identité, eh bien, vous allez entreprendre une démarche spécifique de protection de cet élément, individuellement. Donc, dans la méthode, eh bien, on liste l'ensemble des éléments. On va identifier élément par élément ceux qui sont protégeables. On va définir pour l'élément protégeable la technique de protection utilisable et on va mettre en œuvre cette technique de protection. Cela permet d'avoir une protection non pas globale, mais des éléments les plus distinctifs du concept. Alors, une fois que c'est fait, il y a des contraintes de surveillance. Protéger son concept en soi est utile, mais n'est pas suffisant. Il faut d'emblée organiser une surveillance. Organiser une surveillance de registre de marque, de registre de nom de domaine, de registre du commerce et des sociétés, en mettant en place un service de veille qui sera analysé donc avec des rapports hebdomadaires qui sont fournis par les prestataires qui les mettent en place, de type INPI, le cas échéant, avec une analyse par un conseil en propriété industrielle ou un avocat de chacun des rapports pour pouvoir agir contre les contrefacteurs. Il est important d'effectuer une veille régulière, alors là les logiciels sont encore assez défaillants malheureusement, une veille concurrentielle sur le réseau Internet pour identifier ceux qui parasiteraient des éléments conceptuels sans avoir procédé à des dépôts sur des registres de marque. Donc ça vaut notamment pour les droits d'auteur. Une fois qu'on identifie grâce à ces éléments des contrefacteurs, eh bien, il faut les mettre en demeure d'avoir à cesser les actes contrefacteurs. Donc, ça peut se faire par courrier d'avocat ou non. Il y a une mise en demeure de cesser qui est préalable. À partir du moment où elle n'est pas suivie des faits, il faudra entrer dans une démarche judiciaire qui est une démarche d'action en contrefaçon. Donc pour cela, il est nécessaire de se préserver la preuve de la contrefaçon, donc la preuve des faits, de l'existence des faits, donc le plus souvent par des constats d'huissier. Si la contrefaçon porte sur des produits ou des machines, on peut également procéder à des saisies contrefaçon qui sont autorisées par le juge, soit sur ordonnance, soit en référé. Et sur cette base, une fois que les preuves de la contrefaçon ont été réunies, assignées en contrefaçon pour faire valoir, d'une part, une demande de cessation des faits contrefacteurs sous astreinte, et d'autre part, pour faire valoir une demande indemnitaire, puisque vous avez subi un préjudice affaiblissant dû à l'affaiblissement de la valeur distinctive de votre marque liée à ces faits contrefacteurs.
Donc voilà globalement comment on protège un concept en utilisant les techniques de la propriété industrielle. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que très souvent, les premiers contrefacteurs sont les franchisés. Vous avez très souvent un candidat qui ne signe pas ou un franchisé qui, postérieurement à la cessation des effets de son contrat, vont mettre en œuvre l'exploitation de votre concept, peu ou prou, de manière très servile, ou au moins dans les grandes largeurs. Ensuite, les techniques qui sont les techniques de contrefaçon supposent des réunions de preuve de violation, mais aussi l'établissement d'un lien de causalité entre le préjudice que vous subissez et le fait contrefacteur. Il peut être bien commode, et ça c'est un conseil de vieil avocat de franchiseur, pour réduire le coût du recours à la justice, l'aléa, le temps d'une procédure, de prévoir dans le contrat les éléments qui sont des éléments spécifiques à votre concept et que le franchisé s'interdit d'exploiter en dehors de l'exécution du contrat. On va par exemple, par ce biais, protéger des éléments que le code de la propriété intellectuelle ne couvre pas, ne permet pas de protéger. Mais on va aussi mettre en œuvre un certain nombre d'actions destinées à prévenir l'assimilation par le public de votre concept à celui de votre concurrent. Alors, je vais vous donner un exemple sur le concept architectural. Plutôt que de faire valoir une contrefaçon du concept architectural, on peut demander au franchisé en fin de contrat de repeindre dans des couleurs éloignées aux vôtres que nous allons désigner au contrat, de supprimer tel meuble ou tel luminaire, de ne plus utiliser telle technique de présentation de produits ou telle technique de démarchage de clientèle qui sont réellement spécifiques à votre réseau et qui présentent une originalité suffisante pour qu'on puisse interdire à cet ancien franchisé de les exploiter. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, pour ça, on fait reconnaître l'originalité, le cas échéant, la propriété de certains éléments conceptuels, et on va définir une clause très précise sur la cessation de l'usage des signes distinctifs. On peut également insérer d'autres clauses qui peuvent être utiles. Alors je pense à une clause qui permettrait de racheter à la valeur nette comptable les meubles du franchisé. S'ils sont déjà assez largement amortis, ce sera sûrement un prix pas très élevé, et s'ils sont totalement amortis, de prévoir un prix à l'euro. Cela vous permettra de vous assurer par le retrait de ces meubles en point de vente qui ne seront pas utilisés à la suite. Et vous pourrez, le cas échéant, les mettre en destruction. Donc voilà une clause, une promesse unilatérale de vente. Ne vous engagez pas à les acheter, hein, mais laissez-vous cette faculté. Vous pouvez aussi décider de louer, ou si vous avez un statut d'établissement financier, de consentir une opération de crédit bail ou franchisé, en mettant par exemple à leur disposition l'enseigne. De cette manière, le loueur récupère son bien en fin de contrat sans avoir à solliciter une autorisation spéciale du franchisé. Donc, on le voit, l'efficacité de la protection d'un concept va passer, alors, d'une part, par la propriété industrielle, on va protéger élément par élément, et d'autre part, par la rédaction de clauses appropriées du contrat. Alors là, la protection ne sera pas acquise à l'égard de tous, hein, elle ne sera acquise que contre ceux qui signeront ce contrat, donc que contre les franchisés. Mais encore une fois, notre expérience contentieuse nous montre qu'il est assez fréquent que finalement l'ancien franchisé devienne un contrefacteur ou un concurrent parasite. Voilà globalement pour le fond. Donc ce que je vous propose, c'est de poser vos questions sur ce sujet et donc d'utiliser pour cela la rubrique chat qui est à côté. Est-ce que chez vous, vous avez des éléments conceptuels? Est-ce que vous avez déjà fait des choses? Est-ce que ce que je vous dis nécessite d'être clarifié?
Alors un concept aura tendance à évoluer au fil des années. En effet, vous avez raison, un concept va évoluer au fil des années. Donc, il faut prévoir dans le contrat de franchise une clause dite d'évolution de concept, où le franchisé va s'engager à consacrer une somme, par exemple, forfaitaire, par an et par mètre carré, ou une somme qui sera déterminée par référence à son investissement initial, dans la limite de la quote-part amortie, pour s'engager à mettre en œuvre les évolutions conceptuelles. Donc là, il faudra de toute façon reprendre les techniques de protection préalable que je vous ai citées du concept en utilisant la propriété industrielle. Dans le contrat, un avenant pourrait alors être proposé au franchisé en même temps qu'il déploiera le nouveau concept pour mettre à jour la clause de fin de contrat qui prescrit les modifications à apporter au concept en fin de contrat pour que le concept de l'ancien franchisé, s'il a la possibilité d'exploiter, n'étant pas lié par une clause de non-concurrence, ou au-delà de la durée de validité de cette clause qui est toujours limitée à 1 an, nous soyons assurés qu'il n'exploite pas un concept identique, ou en tout cas qu'on dispose des moyens de faire cesser facilement l'exploitation de ce concept identique. Alors une recette, est-ce que c'est protégeable? Alors la recette en elle-même n'est pas habituellement un objet de propriété intellectuelle. En revanche, la présentation d'un plat peut l'être, peut faire l'objet d'un dessin et modèle. En revanche, quand on n'a pas la propriété intellectuelle, on peut d'une part dans le contrat faire reconnaître la spécificité. Donc, vous voyez, en utilisant mes clauses, on pourrait dire que les recettes de l'enseigne sont des éléments spécifiques et qu'il est interdit de les utiliser d'une quelconque manière en fin de contrat. Et puis d'autre part, si on n'a ni l'un ni l'autre, il y a encore quelque chose qui est balai, qui s'appelle la concurrence déloyale, avec un aspect particulier qui est le parasitisme, la concurrence parasitaire, où on va considérer qu'il existe une faute d'un opérateur économique à exploiter les investissements consentis par une autre société et en faisant de fait elle-même l'économie de ces investissements. Exemple, vous avez un concept de restauration, vous avez une carte et vous êtes plagié. Il y a un concept concurrent qui reprend quelques éléments conceptuels et il va reprendre votre carte. Là, vous pourriez parfaitement envisager d'agir en concurrence parasitaire. Il faudra dans ce cas être en mesure de prouver le niveau des investissements qu'on a fait. C'est-à-dire que votre propre concept présente des spécificités d'une part, et d'autre part, que vous avez investi dedans pour le définir. Alors, Roy, un ensemble de valeurs définissant l'activité est-il protégeable? Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu à quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire par un ensemble de valeurs définissant l'activité? Ce sont des valeurs d'entreprise? J'attends que vous me précisiez peut-être un petit peu votre question. Bon, des valeurs d'entreprise, en tout cas, peuvent faire l'objet d'une protection lorsqu'elles sont exprimées d'une manière suffisamment globale et distinctive. La communication, par exemple, de Stéphane Plaza met en avant euh, des, euh, euh, des valeurs qui sont spécifiques que n'ont pas forcément les autres enseignes de l'immobilier. Se mettre dans leur sillage en reprenant les mêmes, voilà, c'est un sujet. Alors là, des critères définissant un système de logement en location. Bon, pourquoi pas? Enfin, si vous voulez, alors qu'est-ce qu'on pourrait protéger? On pourrait protéger par le droit d'auteur l'expression de votre idée, mais développer l'idée en elle-même. Voilà, alors environnement, partage, bon, ce sont des valeurs assez générales. Euh, pour euh, rechercher un logement en location si c'est le sujet, éventuellement si d'autres moteurs de recherche ne l'adoptent pas de manière habituelle. Faudrait voir si derrière ces critères, il y a des outils logiciels, par exemple, pour rechercher des biens dans le secteur de l'immobilier. Le logiciel en lui-même peut être protégé par le droit d'auteur. Le fait de définir des critères d'une manière différente des autres, par exemple, vous allez le définir par rapport à l'environnement, la possibilité d'avoir un partage de logement. À ce moment-là, vous aurez, des critères qui ne sont pas des critères habituels, exemple 2 pièces, 4 pièces, premier étage, etc., qui ne sont pas les entrées
direct. Donc là, on pourra avoir en effet une protection par la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, logiciel, le cas échéant, et encore par le parasitisme, puisque de toute façon, il y a une présentation originale de la méthode proposée par l'enseigne. Après, si vous parlez de valeur d'entreprise, bon, environnement partage, ce serait quand même, à mon avis, plutôt l'expression spécifique de ces valeurs qui serait protégeable. Ces valeurs-là en elles-mêmes ne peuvent pas faire l'objet d'une protection. Bon, local, de saison et bio, en soi, ça ne se protège pas. En revanche, ça s'insère dans un contexte plus global qui peut faire l'objet d'une protection. On a des procès en matière de parasitisme hein, pour des clients qui ont fait du locavore et du bio. On a un procès en parasitisme en cours, hein, c'est une enseigne qui est à Strasbourg, et pour lequel bon, ils ont une enseigne concurrente. Alors là, pour le coup, c'était des anciens candidats. Ils se sont fait communiquer des noms de fournisseurs, ils sont allés chercher tous les fournisseurs, ils ont repris des éléments conceptuels, visuels, des éléments de carte, des éléments de disposition de points de vente, et clairement exploiter le locavore et le bio, mais dans cet ensemble global. Local, de saison et bio aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'offres commerciales là-dessus. Si vous voulez, c'est plus l'expression de cette idée dans son détail, sa mise en forme, au sein d'un concept global qui va permettre d'obtenir une protection par le parasitisme que simplement le positionnement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, alors, pour ceux qui voudraient, de manière très technique, euh, accéder à la méthode de protection de concept, encore une fois, vous pouvez acheter sur le site de LexisNexis, Lexis 360, un produit qui s'appelle Fiche Pratique, protéger son concept, dont je suis l'auteur, et là qui va reprendre ce que je vous ai dit aujourd'hui, qui est une méthode générale, mais détaillée avec les axes de protection, un peu comme dans une recette de cuisine pour mise en œuvre. Voilà, donc c'est disponible en ligne sur la boutique LexisNexis. Alors j'ai pas de lien, mais je pourrais demander à ce qu'il vous soit adressé. Je vais le, le noter. Voilà, je vais demander à mon assistante qu'elle fasse le nécessaire pour que vous ayez le lien vers le site LexisNexis et notre fiche protection de concept. Très bien. Écoutez, moi j'arrive pour ce qui me concerne au terme de la présentation que j'avais à vous faire. Nous nous retrouvons, pour ceux qui le souhaitent, à 15 heures sur l'organisation de la tête de réseau. Donc, quelle organisation aux côtés du cabinet Progressium. Et de vos côtés, je suis encore à votre disposition si vous avez des questions. Je vous laisse les taper de suite. Je laisse la diffusion encore quelques secondes, le temps de vous laisser des questions si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, eh bien, écoutez, je vous salue bien bas et vous dis à tout à l'heure. Bon, écoutez, a priori, pas de questions. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je suis bien sûr à votre disposition pour toute question personnalisée sur ces sujets. Au revoir.